Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une autre émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme .NET. On est mercredi, le 6 septembre, en soirée, avec moi, Guy Barrette. Bonsoir Mario. Mon co-animateur. Ben oui. Je suis presque plus qu'un an maintenant. Ah mon Dieu. Oui. Puis je pense que j'ai été le deuxième invité aussi. Tout à fait, il y a plusieurs années de ça. Je peux presque dire que depuis le début du projet, t'étais pas très loin, puis à un moment donné, t'as sauté dans le bateau en disant « Hey, c'est intéressant cette aventure-là. » Plus on est de fous, plus on s'amuse. Tout à fait. Guy, on est au mois de septembre. Puis c'est le temps pour nos auditeurs de s'inscrire au Code Camp qu'on va organiser à Montréal s'ils veulent participer à une journée de formation gratuite. Oui, exactement. Donc, le Code Camp, c'est le samedi 14 octobre prochain. Ça a lieu à Montréal, donc au centre-ville, à l'hôtel Marriott Château-Champlain. C'est une journée complètement gratuite, 15 conférences avec des conférenciers de Montréal, des gens, la plupart, je dirais, au moins la moitié sont des MVP Microsoft. Et puis, c'est totalement gratuit. Vous allez sur le site codecampmontréal.com pour vous inscrire. Donc, c'est organisé par la communauté. On est impliqué là-dedans à 100%. Et puis, il y a de la place pour jusqu'à 300 personnes. Donc inscrivez-vous rapidement. Et si vous vous êtes déjà inscrit, vous connaissez des gens que peut-être ça serait intéressant, qui seraient intéressés à participer à cette journée-là. Ou ça peut être même des étudiants. Des fois, on le fait. Un Code Camp, c'est fait la fin de semaine pour laisser aux gens la chance d'assister à ces événements-là. Parce que les événements, par exemple, MSDN, ça a lieu durant la semaine, et puis c'est pas tous les employeurs qui libèrent les employés pour assister à de la formation comme ça. Donc, c'est exprès, c'est un samedi, justement, pour permettre au plus de monde, à plus de monde possible de participer. Il faut dire que nous, on n'est pas... on embarque dans le mouvement Code Camp, mais c'est pas quelque chose qu'on a inventé en disant il faudrait créer des Code Camp. Ça fait presque plus d'un an maintenant qu'il y a des Code Camp à travers l'Amérique du Nord. Presque 2 ans, ouais. Ça partit à Boston, je pense. Tout à fait. Je me souviens, moi, d'avoir participé comme conférencier au 3e Code Camp à Boston. Puis là, ça a fait boule de neige. Il y en a eu sur la côte Est, la côte Ouest, en Floride, un peu partout. L'hiver dernier, Toronto ont fait leur premier Code Camp. Puis là, nous autres, on se disait, les gens de la communauté de Montréal, disent, ben là, on n'est pas en reste, on va organiser un Code Camp. Exact. Puis notre objectif, c'est que ça devienne un événement annuel. Donc, au moins, on va reproduire, on s'attend à voir... inscrivez-vous parce que peut-être qu'il y a des malheureux qui vont arriver puis qui vont voir qu'il n'y a plus de place. Donc... tardez pas trop à vous inscrire. Exactement. codecampmontréal.com. Notre invité ce soir, Karel Sainte-Marie. Salut Karel. Bonjour Mario. Bonjour Guy. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Oui. Karel, tu te retrouves comme invité, mais moi je veux quand même situer un peu comment ça se fait que tu te retrouves derrière le micro. T'as découvert notre émission, ça doit faire quoi? 6 mois, 1 an peut-être? Peut-être autant qu'un an, oui. Puis, assez rapidement, tu nous as envoyé des courriers en disant « Hey, j'aime ça. Continuez, lâchez pas les gars. » Nous autres, on reçoit les commentaires positifs. On aime bien ça. Ben ouais, on dit ben merci. Tu sais, la meilleure réponse que tu peux faire, c'est merci, on apprécie. Puis, quelques mois plus tard, à un moment donné, tu te renvoyais un autre courrier en disant « Savez-vous, je trouve ça intéressant, les émissions, mais il me semble qu'il y a beaucoup de... » Ben, okay, je vais te laisser, explique-nous donc un peu qu'est-ce que tu me disais dans ton courrier. Il y avait trop de choses qui étaient sur les outils Microsoft, surtout des outils qui sont un peu inaccessibles pour le commun des mortels. Dispendieux, là, genre Team System est un exemple. Ouais. C'est pas tout le monde qui va avoir ça dans son garage. Ouais. C'est quand même un outil très important, mais si on peut se le payer. Ça, c'était en avril je pense en avril dernier. Ouais. Moi, un des commentaires, c'est que là, j'ai regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour avoir justement, puis c'est là qu'on a eu une émission qu'on a fait sur les outils de gestion de code source.
au mois de mai. Puis je t'ai renvoyé la balle en disant tu voudrais-tu faire l'émission? Puis moi j'avais été voir sur ton blog à un moment donné, t'avais raconté tes péripéties chez ton employeur Brain Bank Oui. avec NAND, donc avec toute l'automatisation. Je me suis dit ce serait intéressant. Voici quelqu'un qui peut pas juste en parler théoriquement, mais qui peut l'a en parler vécu. pratiquement. Ouais. Oui. Donc je t'ai relancé la balle en disant veux-tu venir faire une émission? Là forcément t'as réagi un peu moi derrière un micro non. Donc on a refait une relance, puis on était, comme diraient les gens du Parrain, on a trouvé des arguments. Non, ça a pas On été n'a pas aussi- pu dire non. C'est ça, on avait des propositions, tu pouvais pas refuser. Mais donc aujourd'hui, tu te retrouves comme invité pour nous parler d'automatisation avec Nant. Oui. Puis la formule habituelle, c'est avant de faire l'entrevue, après en parler, on présente notre invité pour le situer, pour que les auditeurs sachent un peu qui tu es. Puis, comme je disais, est-ce que t'es un des propriétaires ou c'est ton employeur seulement, Brain Bank? Je suis copropriétaire. Copropriétaire. Oui. Qu'est-ce que ça fait, Brain Bank? Brain Bank, c'est une entreprise très spécialisée qui va faire des applications web pour des grosses compagnies. On va se trouver à gérer le processus d'amélioration pour la compagnie. La suggestion de changement de processus, des idées pour sauver de l'argent, des idées de nouveaux produits, tout ce qui est le côté innovation de la compagnie. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec brainstorming? C'est-à-dire, vous avez comme bâti des outils pour essayer d'automatiser le concept d'avoir des idées, des recueillir, puis de les chercher? Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi le processus de s'arranger pour que les idées soient approuvées puis finalement implémentées par la compagnie. Parce que c'est ça qui est important. Souvent, on va travailler pour une compagnie, puis qu'on soit nouveau, qu'on soit senior, on regarde ce qui se passe, puis on dit il y a des petites choses ici, à gauche puis à droite que j'améliorerais bien, mais c'est qui que je vais aller voir pour soumettre mon idée ou recommander ça, puis comment? La majorité des compagnies avaient la fameuse boîte à suggestions. Oui, c'est que on n'ouvrait jamais. C'est ça. Mon ancien employeur, d'ailleurs, on avait perdu la clé pour cette boîte-là, puis on s'en est rendu compte 3 mois après. Ah ouais. Oh, oui. Mais vous faites des outils comme ça. Est-ce qu'on peut parler de vos clients ou Oui. certaines entreprises, peut-être Oui. qu'il y en a qui veulent pas que vous diffusiez, qui utilisent vos outils, mais ceux qui ça dérange pas, c'est des grosses firmes, j'imagine. Ben, c'est quand même des firmes assez importantes. On parle de FedEx Canada. Il y a des divisions de Johnson & Johnson. On a une banque majeure américaine aussi qui s'en sert. Donc des grosses organisations quelque part. Oh, et des compagnies d'assurance. Blue Cross Blue Shield, par exemple. Puis tout est bâti sur plateforme.net. Absolument, 100%. Mais en utilisant des outils open source aussi, Quelque peu. quelque peu. Nantes était un exemple. Exactement. Puis donc, ça fait combien de temps que t'es chez Brain Bank? Ben, depuis le tout début, on a fondé la compagnie en 99, en juillet 99. 7 ans, déjà. Oui, 7 ans. 7 ans de leçons dures. Côté technique et non technique. Écoute, je sais moi j'ai participé à 5-6 fondations de compagnies, des startups. C'est très, très, très motivant, très Oui. excitant, mais on travaille fort. Oui. Avant de partir Brain Bank, c'est pas juste 7 ans d'histoire ton informatique, t'as plus de 15 ans d'expérience, bâti beaucoup de systèmes. Je vois quand on regarde ta biographie, on voit même les mots D-Base, Clipper, donc les technologies de base de données. Donc t'avais bâti beaucoup de systèmes Oui. précédemment. J'ai conçu mon premier logiciel, c'était plus un test qu'un logiciel. C'était sur un Apple II+. Oh. Puis ça, c'était vraiment quelque chose, je pense que ça m'a pris à peu près 3-4 heures à écrire quelque chose en mode graphique sur l'écran. T'utilisais-tu, je sais pas si c'était avec les Apple II+, mais les fameuses commandes poke pour être capable de pouvoir... Peek et poke, pour être capable de faire de l'affichage. pas pour le premier, Pas pour le Oh premier. boy. mais Parce oui, qu'avec 32 cas de mémoire, fallait vraiment être Ah non. astucieux pour... absolument. quand on pense aujourd'hui qu'on va sur une machine virtuelle, puis qu'on se préoccupe pas trop de ça, mais il y était un temps où est-ce que on s'en préoccupait. Puis on regarde ça des fois, puis on se dit que des fois, il y avait un temps où on en faisait plus sur ces machines-là qu'on en fait aujourd'hui. Tu stockais-tu tes fichiers sur des bonnes vieilles cassettes à cette époque-là? J'ai vu l'époque des cassettes. Nous autres, on a plus vu sur l'Apple II+, les grosses disquettes de 5 pouces et quart. C'est pas c'est quart. On a vu aussi la fameuse machine Vista, qui était censée coder 20 MB sur 5 ou 6 disquettes dans des genres de cartouches,
qui est morte à peu près 2 ans après. Puis là, ton premier hard disk, c'était quoi, un 5 MB ou un 10 MB? Notre premier disque dur, on a eu 2 dans la machine. Ah non, excuse-moi. Là, on a eu un portable à 20 MB, ouais. Ensuite, Hey, on là, a eu un 20 et un 40. 20 MB, là, c'était comme, wow, on a de l'espace. Oh, il y en a de la place. Hey, on avait l'équivalent d'à peu près 40 disquettes. On tripait fort dans ce temps-là. On manquerait jamais plus d'espace avec 20 MB. Jamais plus que 640K. Vous souvenez-vous quand dans les moi je me souviens d'avoir lu les spécifications de ce qui est devenu Windows NT, il parlait de 4 gigs d'espace mémoire parce que l'adressage sur 2 à la 32, 4 gigs, on se disait 4 gigs de mémoire vive. Qu'est-ce qu'on va faire avec On ça? n'aura jamais Ouais. ça. Aujourd'hui, on est rendu dans 64 bits parce qu'on en manque. Donc, plusieurs années d'expérience, puis un entrepreneur. Vraiment dans l'âme, pour fonder sa compagnie, il faut être un entrepreneur. Ce qui veut dire très polyvalent. Il faut. Absolument. Il faut. Il peut pas avoir d'autres options possibles. Puis, donc, votre équipe de développement chez vous, c'est une petite équipe plus agile, j'imagine? Ou... Oui, généralement autour d'une dizaine de personnes. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, ça dépend des projets. On va parler d'automatisation, donc on va faire une pause. Donner la chance à nos publicitaires de s'annoncer. Puis on revient avec l'entrevue. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Karel, donc on discute d'automatisation avec NAND. NAND étant le produit qui permet d'automatiser. Est-ce que c'est une bonne définition de NAND, dire que c'est un produit qui permet d'automatiser ou c'est plus vaste que ça si on veut décrire NAND? Plus spécifiquement, c'est un produit qui permet d'automatiser le build. Mais c'est pas seulement ça, c'est plus aussi. Moi, il faut que je précise que j'utilise NAND pas par choix, mais plus par obligation. Comment ça, par obligation? On a eu plusieurs situations, nous autres, au niveau de nos clients, parce qu'on a quand même une équipe de développeurs. Puis même quand on est dans un cadre où on utilise le source control, ce qui est arrivé plusieurs fois, c'est qu'on s'est trouvé à livrer un update de notre produit, et puis ça s'est retrouvé que finalement, c'était pas un update, c'était comme une régression de version. Une version en arrière, là, sur certains Exactement. fichiers. Alors, on faisait des builds sur des machines de développeurs, puis là, on s'est aperçu que quelquefois, les DLL qui étaient utilisés pour le build, c'était pas des DLL qui étaient à date. Donc là, vous êtes tanné, à un moment donné, t'as dit, plus de builds, ces machines de développeurs, on va spécialiser une machine pour faire les builds. Mais du moins pour le déploiement de la version que le client va avoir. Je veux dire, à la limite, un développeur, on pourrait accepter qu'il y ait une journée de retard sur une version d'un DLL, une librairie qu'il va utiliser pour développer. Mais pour le client, là, c'est sacré. Quand on prend la peine de faire un update, il faut vraiment qu'il y ait ce qu'il y a de plus frais et ce qui a été testé. Puis moi, ce qui me surprend beaucoup en faisant de la consultation, c'est combien d'organisations, la première recommandation que je fais quand j'arrive chez eux, c'est dire plus de build sur la machine des postes de développeurs. Vous allez prendre une machine, puis souvent, c'est comme, puis on leur dit, ça va s'appeler un build server. Puis, Oui. je vais prendre une machine juste pour faire des builds. Je dis oui, parce que tu vas en faire beaucoup, on va automatiser ça. Oui. Mais il y a comme une dépense beaucoup de gestionnaires, pourtant, ils payent des gens 100 000 $ par année. Oui, Ils exactement. veulent pas dépenser quelques milliers de dollars pour mettre en place les outils. C'est de l'argent bien dépensé parce que juste le fait que ce soit une machine isolée en partant, on sait ce qui est installé sur la machine, on connaît la version des librairies, fait qu'on peut garantir ce qui est là. Si on fait un build sur un poste de développeur, qu'est-ce qui arrive si c'est une librairie que ça s'adonne que le développeur a? Ou qu'est-ce qui arrive si ça s'adonne que sur ce poste-là, c'est une librairie qui est en trial? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand le client se retrouve avec ça dans les mains ou même si on fait des tests avec ça? Tout peut arriver. C'est un environnement qui n'est pas contrôlé. Donc, l'avantage d'avoir un serveur de build, c'est qu'on sait exactement qu'est-ce qu'il y a d'installé. On n'a pas installé de version de toutes sortes d'affaires, un jeu qui a updaté un DLL ou quoi que ce soit. Entre autres. On a plus ce contrôle sur ce qui est installé. Là. Oui, entre autres. Puis on va avoir plus de contrôle sur comment est-ce que le build est fait.
Parce qu'il va être fait, finalement, dans un contexte qu'on va décider. Au lieu que ça soit fait, Monsieur X, aujourd'hui, fais-moi un build dans le courant de la journée, il faut que je ship le produit chez le client. Parce que normalement, dans une équipe de développement, il y a toujours quelqu'un qui a le chapeau là de toi, c'est toi qui vas compiler là. Mettons qu'on est une équipe de 3, 4, 5 C'est personnes. plus vaste que compiler, c'est toi qui intègre. C'est un peu un Oh, il y a une job, d'intégrateur. il y a une Ouais. job d'intégration, compilation, tout ça qui revient à une des personnes. Puis, cette personne-là il est pas là cette journée-là, il est malade, t'es en vacances, qu'est-ce qu'on fait? D'un. Ouais. À un moment donné, ça devient assez complexe ton produit, le moindrement un peu d'envergure, parce que les dépendances font que tu peux pas construire dans n'importe quel ordre. Aussi. Donc, si tu l'encapsules dans un outil en disant c'est cet ordre-là, ben là, t'es sûr que ça doit se faire dans la bonne Ouais, séquence. ce qu'il faut éviter, Ouais. c'est d'avoir un développeur dans l'équipe ou une machine de développement qui va être la seule qui est capable de compiler l'application finale, là, finalement. Ouais. Donc, à cause de cette problématique-là, là, tu t'es intéressé au produit NAND. Parce que, rapidement, tu t'es rendu compte que c'était pas juste de peser F5 dans ton Visual Studio, que ça prenait Ouais. plus que ça. Entre autres. Aussi, l'autre problème, c'est que on voulait essayer de s'organiser pour que ce qui soit compilé à un moment où il n'y ait pas d'autres développeurs dans le système. Parce que là, est-ce que tous les fichiers ils ont été bien rentrés dans le source safe? Y a-t-il un bon check-in comme du monde? Est-ce que tout le monde a fini de travailler dessus? Est-ce que les fichiers ont été bien savés? Fait qu'on s'est dit que l'idéal, finalement, ça serait de faire rouler le build à une heure où c'est impossible que quelqu'un soit au bureau. On a pris 3 heures du matin, parce que généralement, à cette heure-là, il y a des bonnes chances qu'il n'y ait plus personne dans le bureau. Ouais. Parce qu'à minuit, c'est encore un peu proche, ça dépend des projets. Là. C'est vrai. Entre 3 heures et Ouais. 6, absolument, ils ont tous décidé au moins d'aller dormir un Ouais. peu. Puis s'ils sont encore là, généralement, ils travaillent pas. Ouais, ils dorment. Ouais. Puis, de toute façon, ce sera pas une saine habitude d'avoir des employés. En tout cas, si tu veux être capable de pouvoir durer longtemps, c'est mieux d'avoir des semaines de travail Tout à fait. plus courtes. Donc, le besoin d'automatiser, ça t'a amené à t'intéresser au produit NAND. Oui. NAND, juste, il y a un N en avant, donc Ant, pour ceux qui connaîtraient pas la langue de Shakespeare, Ant en français, ça veut dire fourmi. Puis le N, pourquoi quand ils ont pas juste appelé ça fourmi? C'est parce que le produit originellement venait de la communauté Java, puis eux l'avaient appelé Ant. Oui. Puis il se passe toujours la même chose. Dans tous les produits qui existaient dans la communauté Java, open source, à un moment donné, il y a une version .NET, puis souvent on l'appelle soit dot ou soit N. Donc tu as eu NUnit, il y avait GUnit, NDoc. NDoc qui est maintenant est mort, mais qui était une version .NET du produit GDoc, je pense. Ou Doc, je me souviens plus. Je pourrais pas dire. Donc, On coupera ça. non, pas grave. Java chez nous, c'était un mois 4 lettres. Faut pas le dire. Donc, pour être capable d'utiliser un produit comme NAND, est-ce qu'il y a une certaine infrastructure, un certain prérequis qu'il faut que tu aies dans ton organisation où tu peux, quel que soit le niveau de maturité de l'organisation, demain matin, dire, OK, on prend NAND. Moi, je dirais que l'adopter le plus tôt, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis si on l'a pas, ça serait bon de le faire. Peut-être pas nécessairement NAND, mais un bon outil pour qu'on puisse avoir confiance en nos builds, puis qu'on puisse aussi se séparer des tâches administratives de quand on fait un build. Parce que c'est bien beau, jusqu'à maintenant, on se dit, on va l'utiliser pour l'automatisation, pour garantir quelque chose au client, mais il y a aussi le contexte équipe. Il y a des développeurs aussi qui ont besoin d'avoir des DLL puis des assemblies qui sont updatées après le build sur leur poste de travail, des fois, ou sur un serveur. Ça aussi, c'est des choses que NAND peut faire. C'est pour ça qu'on dit que c'est un outil de build, puis c'est un outil d'automatisation. C'est ça parce que, à quelque part, à peu près de nos auditeurs sont un peu familiers avec qu'est-ce que c'est un batch file. Oui. Donc, une batch file, c'est une série de commandes, DOS, qu'on est capable d'exécuter. À quelque part, on pourrait dire que NAND, ça exécute une série de commandes un peu comme ce que pourrait être un batch file. NAND appelle ça des tâches, des tasks. Les tasks qui sont dans un fichier de configuration NAND, qui est un fichier qui ressemble à un fichier XML, c'est un fichier XML finalement, et il va exécuter finalement les tâches séquentiellement dans ce fichier-là, jusqu'à temps qu'il ait soit terminé ou qu'il y ait un problème. Puis s'il y a un problème, là, à ce moment-là, il arrête l'exécution parce qu'il dit,
ça marche pas, là. Il y a un problème. Donc, si on explique à nos auditeurs, le petit engin NAND, le petit programme, lui, il va lire un fichier XML. Puis dans le fichier XML, il s'attend à trouver une série de tâches à exécuter. Puis, tout ce qui est fait, c'est qu'il exécute séquentiellement selon l'ordre qu'on lui dit. On dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Puis, il peut arriver deux choses. Soit qu'à un moment, il dit, j'ai tout fini. Ou, j'ai pas été capable de faire une tâche. Puis là, il va arrêter à donner des messages d'erreur. Exactement. Puis pour ceux qui ont des projets un peu plus compliqués, on peut faire des regroupements de tâches, un petit peu comme on faisait avec Build dans le temps. Et puis, on peut dire, bon, ben cette série de tâches-là, ça va être pour le build de cette assembly-là. Ici, on va avoir un autre build pour le deuxième assembly. Et finalement, on a le projet principal ici qui va utiliser ces deux assemblies-là qui doivent être compilés avant de passer à la compilation du projet principal. Donc, il y a moyen de gérer, justement, dans cette séquence-là, les dépendances. dépendances ou les choses qui Absolument. doivent être faites en premier avant qu'on passe à l'étape subséquente. Puis on peut vraiment aller loin avec ça parce qu'on peut dire qu'il y a des dépendances qui sont requises, qu'il y a des dépendances qui sont optionnelles. On pourrait dire par exemple que bon, compile-moi ça. Si ça marche pas, c'est pas grave, fais autre chose à la place, puis continue le build, et puis quand tu auras terminé, ben tu me signaleras d'une façon ou d'une autre comment se sont passées les choses. Donc, c'est un produit simple, mais qui peut être très sophistiqué dans son utilisation qu'on en fait. Oui. Mais à la Absolument. base, tu peux t'en servir de façon très simple. Puis une organisation qui débuterait avec un produit d'automatisation comme NAND, probablement que les premières versions de ce que tu fais ça simplement parce que tu veux prendre le contrôle et être en maîtrise. Puis plus tu acquiers d'expertise avec le produit, plus là tu vas rendre ton script NAND, plus tu vas le rendre sophistiqué. Oui, puis moi je trouve que se servir de NAND, à un certain moment donné, tu vas en avoir de la piqûre. Parce que beaucoup de personnes vont dire que les tests unitaires sont très importants. Bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait normalement? On va s'asseoir devant l'ordinateur, on compile, bon, ça marche, on part des tests unitaires. C'est quoi le résultat? C'est beau, on passe à la chose suivante. Avec NAND, on peut tout mettre ça dans le même fichier de build. Alors, on compile. Ensuite de ça, automatiquement, NAND, il peut utiliser puis exécuter les tests unitaires, qui est à utiliser des objets moqués. Puis ensuite de ça, il nous fait un rapport de ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Ça veut dire que pour faire tout ça, qu'est-ce que ça prend sur notre serveur? Est-ce que ça prend une copie de Visual Studio? Pas du tout. Ça prend une copie du SDK pour pouvoir compiler. Exact. Donc ça prend le compilateur, par Ça exemple, prend un compilateur. C# ou Absolument. VB. Oui. Et ensuite de ça, ça prend NAND. C'est tout. Est-ce que NAND va aller chercher les dernières sources du gestionnaire de sources comme SourceSafe? Ça, c'est vraiment à la décision de la personne qui va faire le script. Dans l'incarnation principale de NAND, il n'y a pas les librairies nécessaires pour se connecter sur SourceSafe. Il va utiliser des systèmes de gestionnaire de version un peu plus standards, là, comme si je me rappelle bien CSS, CVS, exactement, ces choses-là. Mais il y a un projet à part qui s'appelle NAND Contrib, qui lui a assez d'intelligence pour se servir de SourceSafe. Et puis à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a l'option soit d'utiliser le système de fichiers ou d'aller chercher tout ce qui est fraîchement déposé dans SourceSafe, de l'importer dans un répertoire temporaire, puis là de faire le build. Ça, c'est un point que tu avais. Une organisation qui n'utiliserait pas un gestionnaire de code source, qui fonctionnerait un peu par copier-coller, c'est-à-dire on se fait, pas copier-coller, mais des copies dans des répertoires. Ça existe, ça? Oui, il y a des organisations qui sont encore dans cette approche-là, malheureusement. Puis, à quelque part, c'est pas parce qu'ils n'utiliseraient pas un gestionnaire de code source qu'ils pourraient pas automatiser avec NAND, parce que NAND, on pourrait dire, regarde, va chercher les fichiers à tel endroit. Puis il y aurait une contrainte, c'est que chaque développeur devrait au moins déposer les fichiers au bon endroit et compagnie. Oui. Souvent, avec le désir d'automatiser, il y a eu une première prise de conscience d'organisation de dire on devrait au moins avoir un gestionnaire de code source. Donc, c'est rarement... en tout cas, l'étape 1, c'est on met en place un gestionnaire de code source et ensuite, on commence à réfléchir comment on pourrait automatiser. Donc, souvent, on va dire que ça serait bien d'avoir un gestionnaire de code source avant de commencer à faire de l'automatisation avec NAND. Puis, comme ce que tu disais, c'est que le produit NAND, lui, forcément, il est pensé, il est capable d'utiliser d'autres produits open source, donc des gestionnaires de code source open source. Puis, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, c'est pas un gestionnaire de code source open source que j'ai, c'est SourceSafe. Puis donc, tu as besoin, quand tu veux faire une tâche dans NAND, de dire, va chercher dans SourceSafe les derniers fichiers, par exemple. Donc, ça te prend un petit programme qui est capable d'aller faire ça, puis
C'est sûr que SourceSafe, il y a des API pour les interroger et tout, mais Ouais. faire de petits programmes, t'as même pas besoin, toi, de te dire, faut que je m'assoie puis j'écrive ça. Dans le domaine open source, il y a un projet qui s'appelle NAND Contrib, Oui. où est-ce que des contributeurs ont créé différents types d'outils, c'est différents outils qui vont te servir à lancer des tâches dans NAND. Un de ces outils-là étant, je veux être capable d'aller chercher des fichiers dans SourceSafe, par exemple. Et pas seulement d'aller les chercher. Nant, avec les tâches dans Nant Contrib, peut aller les chercher, les porter. Et très important aussi, quand on fait un build, il peut mettre un label sur Tout à fait. la version. Fait que là, on sait exactement, j'ai un DLL ici, c'est quelle version, je peux aller voir, j'ai mon label, je sais quand est-ce qu'il a été bâti. Si j'ai un bug dedans, je peux retourner 6 mois en arrière, ressortir cette version-là du source control, le régler, puis le renvoyer une patch au client. Puis là, on parle de SourceSafe, mais à peu près tous les outils de gestion de code source, les plus standards, ont tous un projet NAND Contrib qui a été bâti pour être capable de les supporter. En majeure partie, oui. Donc, c'est assez, à moins que vous utilisez un général code source un peu hétéroclite, là, vous allez trouver assez aisément les outils pour être capable de pouvoir vous intégrer dans NAND. Puis encore, il y a moyen de faire. Ouais, si au pire, si t'as quelque chose, un système de gestion propriétaire, Oui. on sait, il y a les règles sont expliquées, c'est des interfaces, tu peux en tout cas programmer et faire ce que tu as à faire. Oui. Mais c'est un peu plus ardu dans ce cas-là. Donc, pour tous les tests unitaires, tout ce que, en fait, NAND peut lancer, au minimum, on a besoin du SDK, donc du framework. Donc, les compilateurs sont disponibles à partir du command prompt. Mais est-ce qu'il y a des moments où on aurait besoin d'avoir, par exemple, Visual Studio d'installer sur le serveur? À moins vraiment d'une situation que je n'ai pas rencontrée, personnellement, nous autres, on n'a pas eu besoin d'installer Studio. Pas le IDE en tant que tel, non. OK. Non, à partir du moment que le compilateur est là, que le .NET Framework est bien installé, puis qu'on est capable de compiler dans le shell des programmes, on ne devrait pas avoir besoin de plus que ça. Il y a une raison souvent pourquoi, en tout cas moi quand j'étais gestionnaire d'équipe, je voulais pas qu'on installe le IDE sur ce poste-là. Avec bonne raison. Parce qu'il y a toujours quelqu'un à un moment donné qui va dire, ben là, ma machine est brisée, m'en aller sa machine de build pour travailler pendant 2-3 Oui. jours. Mais là, quand sa machine revient, ben là, il est dans le jus, il a pas le temps de faire toute chose, puis là, il va passer plusieurs jours, puis à un moment donné, ta machine de build est devenue un poste de développeur. Ouais, puis installer une coupe d'affaires dessus. Ben, c'est ça, parce que s'il s'en sert temporairement, ben là, il dit, ben, ça me prend mon Netscape, mon Firefox, mon Internet Explorer, en tout cas, tout ce qui, quelques outils, puis tu te retrouves forcément à plus avoir une machine clean. Oui, exactement. Il y a même des gens qui ont comme mentalité de dire, ben, regarde, moi, là, j'installe pas le OS, mais c'est tout comme, là, tu sais, ils repartent à partir d'une image et ils installent même leur machine de build dans une machine virtuelle. Donc, c'est une machine virtuelle toujours clean qui part parce qu'ils veulent être sûrs qu'il n'y a pas de corruption possible de cette machine-là. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, d'ailleurs. Avec les processeurs puis la puissance qu'on a de rouler ça dans une machine virtuelle, c'est peut-être même une solution très intéressante parce que ça te permet de pouvoir migrer très facilement si jamais il y a une défectuosité, ça brise. Tu pognes ton machine virtuelle, tu l'installes sur un autre, puis t'es up and running en pas 5 minutes, mais tout presque. Oui, absolument. Donc Guy demandait qu'est-ce qu'il faut sur le poste. Moi, je parlais plus qu'est-ce qu'il faut comme organisation. Donc peut-être avoir déjà en place des outils de gestion de code source. Mais outre ça, il y a pas. Bon, c'est sûr que ça te prend le produit NAND, mais c'est dans le domaine open source, donc tu peux aller le chercher, l'installer. T'as pas à l'acheter en tant que tel. C'est quand même assez simple. On peut pas dire qu'il y a des barrières à l'entrée du genre faut que tu convainques ton boss de dépenser. Au niveau des coûts. Aucune barrière. Aucune barrière. C'est plus une barrière que de l'équipe de décider de dire ouais, on va automatiser. Puis pourquoi? Puis la question de base serait pourquoi automatiser? C'est quoi le bénéfice d'automatiser ces tâches-là? Ben moi je pense que le meilleur bénéfice, du moins dans notre domaine, nous autres, on fait des applications web. Le meilleur des bénéfices pour nous, c'est qu'on rentre le matin, automatiquement, on sait s'il y a eu des erreurs dans les builds des applications. On se retrouve avec tous nos sites intermédiaires puis nos sites tests, on parle de sites web, qui ont été automatiquement updatés et testés pendant la nuit. Ce qui veut dire que le client lui-même peut rentrer dans son state de staging, puis là, peut commencer puis passer à travers la liste de corrections ou de changements qu'il a demandé. Finalement, ces itérations, si on parle de développement agile, puis là, de tester ça immédiatement, sans même que nous autres, on a besoin d'être là. Alors, si le client, lui, décide le samedi matin de rentrer au bureau parce qu'il y a un gros meeting le lundi matin, puis il veut que certaines choses soient prêtes pour son patron, ben,
Il n'y a pas besoin de notre intervention pour le faire. Puis le système, tel qu'il est là, il est déployé puis il est testé. Parce que ce que je comprends entre les lignes, c'est que vous faites pas juste compiler, là. Il y a beaucoup de tâches que vous avez automatisées. Oui. Par exemple, quand on parle de sites web, de staging, donc copier des sites web d'une machine vers d'autres machines, toutes ces choses-là, vous avez tout automatisé ces choses-là. Tout ça, jusqu'à même la création d'un fichier zip, pour que quand on a l'autorisation du client pour faire un update à son système de production, qu'on prend le fichier zip, on a juste à l'envoyer à notre ISP ou à la machine du client, puis on dézip, puis on installe l'application. Donc finalement, vous avez essayé d'intégrer presque de A à Z, jusqu'au déploiement final. Autant que possible, oui. Tu parlais tout à l'heure que la configuration c'était à partir d'un fichier XML. Est-ce que ça prend un diplôme long comme le bras là, pour être capable d'automatiser tout ça là, d'éditer le fameux fichier XML? Fichier? Moi, les premières fois, c'est sûr que c'est pas tellement évident, mais je trouve pas. Si on a assez de bon sens, puis on se dit on va commencer avec quelque chose de simple, qu'on se retrouve quand même un peu, là, une petite tâche bien simple, disons par exemple juste de compiler une assembly, puis c'est tout, on devrait quand même assez bien s'en sortir. Ce qui est vraiment le fun avec NAND, c'est qu'un coup qu'on a vu que ça marche une fois, on sait que ça va toujours marcher. Puis si un jour ça marche plus, ben c'est parce qu'on a changé soit le code source ou on a changé nos références, puis là, ben il faut updater le fichier. Mais autrement que ça, là, si on a des développeurs qui sont quand même assez bien disciplinés, ben, ça va marcher avec toutes les fois. Puis l'autre chose maintenant avec Visual Studio 2005, où est-ce que si on fournit un schéma XSD dans l'éditeur XML, on a quand même une certaine intelligence de ce qui est donc il va te donner une certaine intelligence quand tu édites un fichier XML avec Visual Studio 2005, donc ça simplifie aussi la tâche. C'est sûr que ça te prend le schéma de qu'est-ce qui est ton end, mais ça aussi c'est quelque chose qu'on peut se procurer là. Je suis sûr que ça se trouve en quelque part, oui. Puis mais comme tu dis, pas besoin d'aller à des choses aussi sophistiquées que ça, juste à regarder les exemples puis copier-coller puis on bâtit notre fichier XML assez aisément. Ouais, en fait, c'est d'y aller pas à pas, je pense. Hein. On commence par un projet simple, une compilation, puis comme tu disais tout à l'heure, on prend la piqûre, fait qu'on essaie de rajouter quelque chose d'autre, puis en fait, c'est pas de monter un script complet là en commençant là qui est peut-être la meilleure chose. C'est comme n'importe quel projet, hein. On est des développeurs, on sait comment ça marche. Il faut pas essayer de livrer le système complet en 24 heures, ça se fait pas. Puis si ça se fait, ben ça se fait mal, puis ça marche mal après. Là, c'est la stratégie de la boule de neige. On part petit, quand on s'est stabilisé, on rajoute une couche. Exactement. Et à un moment donné, quand on se rend compte que là, maintenant, il faudrait qu'on ait plusieurs personnes dans l'organisation qui comprennent les scripts NAND. On dit, wow, il commence à être gros nos scripts, puis là, il faut vraiment... Ça, c'est correct, on peut les mettre dans le source control, ça aussi. Oui, ben, d'ailleurs, c'est une bonne pratique de les mettre dans notre gestionnaire de code source. Ça veut dire que c'est un outil qui vient du domaine, en fait, open source. J'imagine qu'il y a beaucoup soit d'articles ou de documentation, même de bouquins qui ont été écrits au sujet de soit ANT ou NAND. Ben, un bon bouquin que moi j'ai trouvé sur Safari, c'est Open Source Development. Puis il traite de NUnit et puis de NAND là-dedans. Il y a quand même des exemples assez intéressants. Moi, c'est un peu de là que m'est venue l'idée d'utiliser NAND en tant que tel. Parce que je cherchais une solution, puis je suis tombé sur ce livre-là, puis c'est comme ça que je l'ai trouvé. On va mettre le lien sur le site. Moi, il y a un livre que j'ai beaucoup en respect, c'est toute la série de livres des Pragmatic Programmers, justement les gens qui sont derrière Ruby's on Rails, Dave Thomas et compagnie. Eux ont fait une suite de livres Pragmatic Programmer, mais t'as des livres sur JUnit, NUnit, puis t'en as un qui s'appelle Pragmatic Project Automation. C'est sûr que tous les exemples sont en Java, mais ce qui est là s'applique autant au monde.net assez aisément. Là. C'est pas parce que on dit que c'est pour Java que c'est déconcertant, là, mais c'est vraiment un bon livre aussi pour voir jusqu'où on peut aller avec l'automatisation. Donc on va mettre le lien aussi sur le site. Donc on parle que oui, l'automatisation c'est intéressant pour compiler, mais c'est pas intéressant pour rouler tous nos tests unitaires. Donc un coup qu'on sait que ça compile, on aurait intérêt à aussi vérifier nos tests unitaires pour être sûr que ça fait pas juste compiler, mais que ça continue à donner les mêmes comportements attendus. Oui. Donc, finalement, ça fait des tests de régression avec nos tests unitaires. Mais on peut aller plus loin que ça. Moi, je me souviens, j'avais une organisation où est-ce que même
on lançait l'application, puis on avait des scripts qui faisaient un peu comme des tests fonctionnels juste pour vérifier le comportement. Avez-vous été jusque-là chez Brandbank? On a été jusque-là dans certains aspects. On a utilisé NUnit ASP sur certaines pages que les clients rapportaient occasionnellement des problèmes. Mais vu que on est quand même dans un domaine où les choses changent assez fréquemment, et puis la complexité d'NUnit ASP, disons pas pour toutes les pages qu'on livre aux clients. Il y a des bonnes raisons pour ça. On pourra voir, je sais qu'on va avoir une émission dans quelques semaines sur justement tout ce qui touche tests fonctionnels, puis donc ça bouge beaucoup dans ce domaine-là. Donc il y a peut-être des nouveaux outils qui vont simplifier la tâche dans le futur. On va essayer de se tenir à jour puis tenir nos auditeurs à jour là-dessus. Donc, mais on peut aussi, comme tu disais, créer tous nos kits de déploiement avec ça. Donc, pas juste tester, mais préparer nos kits de déploiement, faire les déploiements, donc toutes les copies qu'on a à faire. Est-ce que, bon, là, vous êtes en contrôle, mais est-ce que vous avez servi de ça aussi même pour faire les déploiements vers des clients? Non. Et ça, c'est pour une raison de paranoïa. Mm-hmm. Parce que ce qui est chez les clients et les systèmes de production, ça, c'est une philosophie personnelle. J'automatise pas ça. Je vais automatiser certains aspects pour que ça aille plus vite quand je le fais, mais de le faire en tant que tel, ça non. Moi, j'ai pas encore vu une organisation qui automatise des déploiements. Tout le monde, il y a des êtres humains qui font ça, avec toujours la mise en place de toute la documentation pour être capable de faire un backup. C'est-à-dire, c'est sérieux faire un déploiement, puis il y a personne encore qui va truster, si j'utilise l'anglicisme, donc qui va se fier à une machine pour faire ça. Je suis d'accord. Je pense que ça va arriver à peu près en même temps que les compagnies aériennes vont enlever les pilotes des avions. Ouais. Probablement jamais. Par contre, on s'en sert à l'interne pour copier pour tous nos postes de tests et tout, remettre à jour. Ça, c'est fabuleux parce que c'est le genre de tâche bien plate là, qui est très facile, qui a une erreur humaine. D'autant plus que les serveurs la nuit, là, ça reste ouvert, puis ça fait rien. Aussi bien commencer à s'en servir. Mm-hmm. Puis on parle aussi des fois qu'il y a des tests unitaires qui sont quand même difficiles à reproduire. Si on parle par exemple qu'on veut essayer de tester une procédure d'installation, il faut nettoyer une base de données, il faut la recréer, ensuite de ça on veut racheter des données. Ben à 3h du matin avec Nantes, c'est enfantin. Là, un coup que notre script est écrit une fois puis qu'on en a testé des portions, le lendemain matin on rentre, on se rend compte que la base de données de 100 MB a été créée automatiquement, tous les tests ont été roulés, puis on a un rapport, puis on commence à travailler tout de suite. Donc c'est ça, c'est que finalement, tu peux vraiment utiliser ton cerveau à créer du nouveau code et pas faire des choses qui sont vraiment, à quelque part, du travail de maintenance. Exactement, là. Pas d'administration. D'administration, maintenant, c'est pas le bon mot. En tout cas, ça peut prêter à confusion. Pas de la maintenance de code, l'administration. C'est intéressant, l'aspect que tu mentionnais au niveau de la base de données, c'est intéressant. Donc, au lieu par exemple d'un SQL Server de vouloir créer des tâches là, qui vont rouler par exemple durant la nuit, qui vont cleaner une base de données, populer des enregistrements, je pourrais le faire finalement, je pourrais scripter tout ça dans des fichiers SQL puis demander à Nantes de les exécuter. Oui, absolument. Absolument, je veux dire, faut bien se comprendre. Moi, personnellement, j'adore les objets moqués. Je pense que c'est un outil qui est indispensable au développement, mais il vient un moment où il faut carrément le faire, puis pour voir comment est-ce que ça va rouler de A à Z, tel que ça le devrait. Et puis, à ce moment-là, je pense que de l'exécuter avec un outil comme Nantes ou pendant la nuit, c'est ce qu'il y a de mieux. D'autant plus que les serveurs, eux autres, ils font rien. Même nos clients, ils dorment. Alors, aussi bien s'en servir. Parce que des fois, avec les objets mock, ce qu'on a pas, c'est il y a des problèmes de performance, puis là, il y a des délais, puis les délais font que ça se comporte pas comme ça se comportait avec nos mock objets. Oui. Pour ceux qui sont pas familiers avec les mock objets, on a fait une super émission en avril dernier, donc allez chercher cette émission-là, vous allez avoir l'ABC de ce que c'est les mock objets, vous allez comprendre, puis revenir écouter l'émission, vous allez voir de quoi on parle présentement. Je la recommande personnellement, elle est toujours dans mon iPod. Ouais. C'est la seule qui est jamais sortie. T'es en train de nous dire, tu l'as écouté plus qu'une fois? Ah oui, plusieurs fois. C'est vraiment une bonne émission. Puis là, avec le même invité, on parle peut-être de faire une émission sur la métaprogrammation. Ça va être intéressant, mais on va tenir au courant. On parle de Ludovic Dubois. Ouais.
est-ce que c'est important d'aller chercher le commitment de la direction sur on veut aller vers Nantes ou c'est plus d'aller chercher juste le commitment de notre équipe? C'est-à-dire, est-ce que c'est une décision qui doit être prise à un haut niveau pour vraiment dire on part avec Nantes? Moi, personnellement, je trouve pas. C'est sûr que c'est bon d'avoir, à moins qu'on ait assez de pouvoir nous autres mêmes, là, c'est bon d'avoir l'autorisation de quelqu'un à l'étage du dessus. Mm-hmm. Mais je pense pas que ça va prendre la bénédiction de n'importe qui pour faire d'automatisation. À part le fait que ça va nous prendre un serveur de build, ça, il y a quelqu'un qui va payer la facture pour. Personnellement, nous autres, quand on l'a fait, on n'a pas consulté nos programmeurs. Mm-hmm. On n'a même pas demandé aux programmeurs de faire quoi que ce soit de différent. On leur a toujours dit, bon, ben les assemblies, vous allez les chercher dans ce répertoire-là, et puis vous faites votre check-in de code à tous les jours, et c'est tout. Puis, on s'entend, si tu veux pas avoir à convaincre ton boss de sortir l'argent pour acheter une machine neuve, tu peux aussi prendre une vieille machine, parce que tu peux commencer en disant, je veux juste au moins automatiser la compilation, ces choses-là, puis vu que ça va rouler la nuit, même si ça prend du temps à compiler, c'est pas grave. La barrière à l'entrée est pas là. Il y a rien qui t'empêche demain matin de commencer. Puis après ça, écoute, tu vas pouvoir démontrer à ton boss, gars, le nombre d'heures de travail qu'on sauve. Ah oui. Ça vaut le coup. Après ça, peut-être s'investir pour acheter une machine plus puissante. Ouais, parce que c'est un bon point parce que dans une équipe, les développeurs utilisent les dernières machines, les PC les plus puissants, mais il y a toujours 2-3 machines PC qui traînent dans un coin, dans un garde-robe quelconque, là. Et puis il y a rien qui empêche de prendre cette machine-là, de formater complètement, de réinstaller à neuf. Puis, comme tu dis, on n'a pas besoin de performance à 3 heures du matin, là. Même si le build prend 5 minutes de plus, c'est pas grave. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est plus on va découvrir, on pourrait rajouter ça, on pourrait rajouter ça. À un moment donné, là, c'est trop long, puis t'as plus assez de temps de la nuit, puis là, la seule façon de compresser, c'est plus de processing power. Mais au début, puisqu'on part de façon, avec une approche simple, souvent, ça va prendre 1 heure, 1 heure et demie à faire les premières tâches, puis on va avoir de 3 heures à 4h30 du matin, c'est pas grave. Même si sur notre machine ultra performante, ça aurait pris peut-être 18 minutes de faire le même travail, c'est pas grave, ça prend 1 heure et demie sur notre machine de seconde génération. qui traîne. Puis encore là, on est la nuit. Ouais. Fait que c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'elle est terminée quand on rentre le matin. Mm-hmm. Et puis, petite recommandation à part, c'est aussi important que ça roule à un autre moment que le backup il roule aussi. Ouais. Ça peut... recommandation, c'est posez-vous la question, est-ce qu'il y a un backup qui roule la nuit? Oui. Moi, il y a des organisations où est-ce que, à un moment donné, t'arrivais puis tu te rendais compte, ça faisait 3 mois que les backups avaient pas fonctionné. Parce que, à un moment donné, c'était perdu de checker. Donc, les backups, ils faisaient toutes les nuits, mais personne n'allait voir le matin. D'où aussi, souvent, les gens vont jumeler avec Nantes un petit email qui fait juste envoyer, dire, hey, ça a marché, tout ça, pour être sûr que ça te pop d'en face qu'il y a un problème. Parce où on entend parler des fois j'ai vu ça sur Internet, des firmes ou des équipes de développement qui branchent des lumières rouges ou vertes là, dépendamment de que si le build a bien fonctionné, la lumière verte allume, s'il y a eu un problème, la lumière rouge allume. Ça c'est poussé à l'extrême là. C'est parce que puis je sais pas si vous avez fait ça dans votre organisation, on parle de faire le traitement de la nuit, ce qui est très bien, donc c'est un minimum. Mais il y a des organisations, surtout dans les communautés agiles, où on se dit, est-ce qu'on pourrait pas le faire aussi dans toutes les fois qu'il y a du nouveau code qui est mis dans la gestion de code source, automatiquement recompilé, c'est ce qu'on va appeler l'intégration continue. Ou à toutes les heures. À toutes les heures. Puis c'est sûr que là, dans le jour, tu vas peut-être avoir des signaux, dire, hey, ça a pas marché. Puis l'idée pourquoi on veut intégrer le plus rapidement possible, c'est qu'il y a un principe qui est, si ça marche pas, on va savoir que c'est vraiment ce qu'on vient de faire dans la dernière heure, pas dans la dernière journée. Parce que là, quand tu rentres le lendemain matin puis ça te dit, il y a une erreur, faut te dire, bon, qu'est-ce qu'on a fait hier? Parce que la nuit d'avant, ça marchait, donc c'est dans le dernier 24 heures qu'il s'est passé quelque chose. Remonter 24 heures, si tu as fait beaucoup de changements, ça peut peut-être être ardu. Mais si c'est dans la dernière heure, absolument, le développeur, il sait beaucoup, là, j'ai ouvert tel fichier, ça peut juste être là, mes problèmes, puis là, il peut aller refaire le correctif assez aisément. D'où la philosophie de dire, bon, on pourrait aussi se servir d'automatisation, pas juste pour les traitements de nuit, mais même dans la journée pour... Mais là, c'est sûr, ça te prend des machines encore plus puissantes et tout, puis c'est une approche, une philosophie... Mais souvent, c'est un cheminement. Tu commences par tu sais, on parle d'intégration. Il y a beaucoup d'organisations qui font pas d'intégration ou qui le font à tous les mois. On leur dit, ben, regarde, devrait au moins commencer à le faire minimalement
à la semaine, puis après ça, c'est tes amènes de nuit, puis à un moment donné, peut-être que l'intégration évolue, puis on arrive à l'intégration continue dans le futur. Dans votre cas, dans le cas de BrainBank, est-ce que vous avez eu besoin de faire des fréquences plus élevées de compilation au lieu, par exemple, une fois par nuit, d'y aller, je sais pas moi, quelques fois par jour ou En période de sprint, oui. Mhm. Où il y a on est vraiment proche de la date de livrable ou si on a un problème qui est quand même assez important qu'il faut régler rapidement, oui, on va le faire. Mais généralement, dans ces cas-là, on va partir le processus d'une façon manuelle. OK. On s'arrange juste pour que les développeurs prennent un petit café en attendant ou un petit Coca-Cola. Et là, ça passe. Et un coup qu'on a une confirmation que c'est complété, tout le monde retourne. OK. Parce que c'est ça. Avec NAND, on peut automatiser, c'est-à-dire que c'est parti à heure fixe, puis ça, tu peux utiliser juste le produit, le app, le cédulaire que tu as au niveau de ton système d'exploitation. Mais il n'y a rien qui t'empêche aussi manuellement de le partir au besoin. Oui. Ben d'ailleurs, moi, personnellement, j'aime pas... je suis un peu vieux jeu, j'aime ça, le clavier puis le mode DOS, là, mais j'ai tendance à être pas mal paresseux. Moi, je vais dans mon scheduler, je fais clic de droit, je fais run et puis je le laisse aller. Comme ça, je sais que tout est fait comme ça devrait l'être, comme ça l'a été la nuit d'ailleurs. Puis là, j'ai vraiment la confiance que donc ça tu s'est ne passé. tapes pas la commande au prompt, tu dis non, je vais aller dans le cédulaire, ce qui est encore plus... tu es vraiment sûr que tu as toujours la même procédure. Oui, parce qu'on sait des fois dans l'informatique, juste les plus petites variantes là, vont faire rentrer des affaires dans notre processus. Puis là, ben on sait plus ce qui se passe, il y a quelque chose qui a planté, ou ça marche bien, mais finalement, ça n'a pas vraiment marché comme ça devrait. Fait que... Depuis que vous avez utilisé NAND, est-ce que ça vous est arrivé encore des problèmes de DLL pas mis à jour comme il faut chez le client ou vous avez vraiment résolu ce problème-là? Résolu. Complètement. C'est plus jamais revenu. Puis ce que ça veut dire, c'est que c'est le type de problème que vous voyez plus puis tu n'as plus jamais besoin d'expliquer à ton client pourquoi... Exactement. Puis il y a des clients, on le sait, il y a des clients qui sont bien fins, qui sont bien patients. Puis il y en a d'autres que... Pas très patient. Exactement. T'es l'expert, règle le problème, puis je le voulais hier. Puis si ça marche pas trop vite, le Bozo-Bit... Il appelle à l'étage dessus. Ouais. Donc c'est vraiment une bonne approche pour solutionner tout ce problème-là, d'être sûr qu'on a toujours une intégration conforme avec les derniers codes sources compilés. Exactement. Ce qui était, toi, ton problème initial, puis que tu as résolu à 100% avec NAND. Exactement. Puis qui est vraiment, je dirais, là, si on regarde ça, là, la loi de Pareto, là, 80% de la valeur de toute l'utilisation de NAND, c'est d'avoir ce résultat-là. Tout le reste qu'on peut en tirer, c'est du crémage sur le gâteau, si on peut. Oui, exactement. C'est des belles petites affaires qu'on n'a pas vraiment besoin. D'ailleurs, juste quand on regarde dans les tâches que NAND peut exécuter, il y a des affaires là-dedans qui vont vraiment nous surprendre qu'on s'attendait pas. Que ce soit même dans NAND Contrib ou dans le NAND principal. Il y a des choses là-dedans là, qu'on se gratte la tête et on dit « Ouais, mais dans quel contexte je pourrais me servir de ça? » Puis en y pensant un petit peu, finalement, on se dit « Ouais, ben finalement, c'est pas si fou que ça. » Mais il faut aussi dire qu'il y a des gens qui utilisent ça pour faire totalement autre chose que construire builder un logiciel. Tu pourrais t'en servir comme quasiment un système de backup. Puis donc les gens se servent de ça pour automatiser des tâches administratives, mais qui sont pas liées au développement logiciel souvent. Tu pourrais, oui, mais quand tu regardes les tâches comme il faut, c'est pas vraiment long avant que à chacune tâche, tu commences à t'imaginer peut-être dans quel contexte ça pourrait servir. Je veux dire, si on parle d'un outil comme CodeSmith, qui est excellent d'ailleurs, on se dit c'est un générateur de code, oui, le code CodeSmith. Et on se dit c'est le fun, je génère mes fichiers CodeSmith, je prends mon résultat, j'envoie ça dans mon source safe et puis ensuite de ça je compile puis la vie est belle. Mais des fois on se dit OK, mais peut-être que moi je veux m'en servir d'une façon un petit peu plus poussée, puis je voudrais qu'à toutes les nuits mes templates de CodeSmith ils soient réexécutés. Parce que je peux avoir des variantes dans ma configuration, il y a des choses que je veux m'adapter. Ou peut-être à cause que mon fichier CodeSmith, il se trouve à créer mon fichier SQL pour générer, par exemple, des données tests pour la base de données. Ben là, à ce moment-là, c'est facile. On prend une des tâches de NAND, on exécute le template, ça nous crée un fichier. Avec la tâche suivante, on prend le fichier, puis on l'exécute dans SQL Server. Ce que tu es en train d'expliquer, pour ceux ceux qui utilisent déjà de la génération de code ou ceux qui veulent l'utiliser dans le futur, ce que tu viens de dire est très important.
la bonne pratique avec la génération de code, ce n'est pas de garder le fichier de code source qui est généré comme étant une finale. Il devrait être régénéré tout le temps. Oui, C'est-à-dire que le vrai code source, c'est le template. exactement. C'est pas le code source généré parce que ça devrait être toujours régénéré à toutes les nuits quand tu refais ton build. Puis beaucoup d'organisations, c'est pas ça qu'ils font. Là, ils se mettent à mettre leur code source généré dans la gestionnaire de code source, comme ça serait du code source qui a été fait par l'être humain. Et perdre le template. Ils perdent le template ou ils comprennent pas les dépendances que ça a sur d'autres choses. Puis là, on se retrouve avec justement par avoir tout le code, le dernier code tout à fait conforme. Exactement. Donc, il y a beaucoup de tâches dans Nent qui ont été créées pour être capable de pouvoir faire ce type de traitement-là. Oui, autant du build que du test que du déploiement, ça couvre à peu près tout. Écoute, je pense que ça fait le tour de ce qu'est le produit Nent. C'est pas un produit là, tu sais, c'est pas comme une très sophistiqué, compliqué. On ferait une émission sur les generics, il y aurait beaucoup de choses à être ardues. Mais là, à peu près, je connais pas un développeur de logiciel qui est pas capable de comprendre qu'est-ce que c'est Nent. En tout cas, à moins que, tu sais, c'est assez simple. Oui, c'est très simple. Mais des fois, c'est des choses très simples que les gens passent à côté. Ouais, parce que des fois, on voit pas le bénéfice de ce que quelque chose de simple peut nous apporter. Donc, dans ce cas-ci, si on prend l'exemple de ta compagnie, il y avait un problème à régler. Ça a été réglé avec Nent, puis ça a été réglé de façon simple, avec un outil simple. Donc, ces outils open source-là qui sont disponibles, sont pas à négliger, là. Mm-hmm. Puis, on parle aujourd'hui du produit open source, mais il y a aussi des équivalents commerciaux, des produits de build, qui souvent, eux, ont parti plus de l'ancêtre de ce qui était Nent, qui était le fameux produit Make, pour ceux qui ont fait du C ou du C++ dans des vies antérieures. Moi, je me souviens j'étais à un moment donné le spécialiste Make dans une équipe, c'est moi qui faisais tous les scripts. Ah, c'est toi qui avais le chapeau. Ouais, j'avais le chapeau. Puis encore là, tu découvrais avec Make toutes sortes de trucs, puis là, tu réussissais à faire des choses assez sophistiquées à la fin. Ouais. Puis donc, il y a des produits commerciaux. Pour ceux qui sont plus du côté de Team System, encore là, Microsoft va pris le produit open source, ils ont créé leur propre produit, puis ils l'appellent Big Build ou Build Server, en tout cas. Ouais, ben il y a un gestionnaire de compilation là, qui vient avec Team System qu'on peut installer sur un serveur, qui utilise dans le background MS Build, qui est l'engin de build de Microsoft, le nouvel engin de build. Puis certaines organisations, eux, vont plus avoir acheté un produit commercial, puis c'est ça qu'ils vont se servir, parce que ce problème-là est pas nouveau. Les organisations, ça fait depuis longtemps qu'ils se sont frappés le nez à ce problème-là. Puis c'est d'ailleurs parce qu'il y avait un réel problème que la communauté s'est regroupée, c'est-à-dire on va se créer un outil pour le résoudre. Donc à l'origine, avec la communauté Java, puis maintenant la communauté .NET avec la version net de Nent. Écoute, en terminant, est-ce que tu as un livre, un blog, un site web, quelque chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs, que pour toi tu dis garde, puis c'est pas besoin d'être forcément sur l'automatisation, peut être sur un autre sujet, mais que tu dis ça j'aimerais ça de donner le hint ou le tip aux auditeurs. Ben moi personnellement, je recommanderais un bon livre que je suis en train de lire qui est Object Thinking. Ah ouais. Donc très très bon ouvrage. Puis on va mettre le lien sur notre En gros, ça parle de quoi, Karel? C'est vraiment pour changer la perspective qu'on a sur la programmation orientée objet. Changer notre point de vue. Très intéressant. C'est un niveau d'abstraction où la technologie qu'on utilise n'est pas importante? Exactement. Ça dépend pas si on est sur .NET ou sur un autre langage. C'est vraiment une question on dirait presque de la philosophie. Ouais. C'est un livre publié chez MS Press. Moi, je l'ai lu il y a peut-être à peu près 18 mois. En tout cas, un bon bout de temps. J'ai lu ce livre-là, peut-être 2 ans. MS Press, ils me surprennent. Dans les 2 dernières années, on publié des livres que je considérais importants. Des livres sur Test-Driven Development, le livre là j'oublie le nom de cet auteur-là. Mais un livre sur Scrum. Des livres sur Scrum. Oui. Mais Object Thinking,
si vous commencez à lire, je sais que toi, t'es probablement dans les premiers chapitres. Les 2 premiers chapitres, ça peut être déconcertant pour un développeur parce que lui, il remonte à l'Antiquité, à la pensée philosophique, donc à Socrate, à Aristote, et pour vraiment situer toute la vision de pourquoi le monde, la vision orientée objet est une bonne façon de décrire le monde. Socrate programmait avec des objets. Non, mais c'est assez surprenant dans son explication, puis ça donne un autre point de vue sur les objets. Puis je pense que c'est peut-être une approche, c'est un professeur qui enseigne des cours d'orienté objet qui écrit ce livre-là. Puis ce que je trouve intéressant dans ce livre-là, c'est que peut-être en prenant un nouveau point de vue pour expliquer les choses, ça permet aux gens de vraiment saisir l'essence de c'est ça. Puis souvent on a l'impression qu'on est sur le bord de maîtriser les objets, mais tu sais, moi, ça faisait un bout là, je travaillais avec les objets quand j'ai lu ça il y a 2 ans, puis encore là, ça m'a allumé sur des petites affaires, j'ai fait comme Puis donc, qu'on soit supposément très expert ou novice, je pense que c'est un livre qui peut permettre vraiment de maîtriser encore mieux la vision orientée objet. Donc, on va mettre le lien sur le site. Donc, je t'invite à poursuivre la lecture. C'est un livre, tu vas triper, c'est le fun. Merci. Donc, un bon livre à lire. Nous, on fait la pause, on va revenir avec les actualités. Les actualités avec Guy Barrette. Ben oui, donc qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Ben la sortie du RC1, donc Release Candidate 1 de Windows Vista, donc qui était fortement attendu. Là, ça, pour moi, en tout cas, c'est le signal de dire là, il serait temps que je commence à l'installer sur une machine quelque part. ça commence. Ouais, les bugs des premières versions sont disparus. Ce que j'ai cru comprendre, c'est pour ceux qui essayaient d'utiliser Glass, là, donc tout l'environnement 3D, qui demandait pas mal de horsepower, pas mal de jus au niveau du processeur. Donc là maintenant, ça s'est amélioré. Donc pour ceux qui ont des portables, des laptops, ça commence à avoir un peu de bon sens, rouler glace là sur un portable. Puis moi, j'ai un petit tip à donner à nos auditeurs qui sont dans le processus de s'acheter un laptop. Assurez-vous, parce que justement à cause que ça demande beaucoup de jus du côté du processeur graphique, il y a tout maintenant, les fabricants vont avoir Vista Ready, je pense que c'est ça le logo. Mais assurez-vous que votre laptop va être Vista Ready parce que ça se peut que en utilisant l'interface aéro que ça chauffe puis que là votre processeur, votre machine soit chaude. Mais moi je te dirais que d'attendre pour ceux là vraiment là qui veulent acheter un portatif pour rouler Vista avec glace puis tout ça, d'attendre la sortie de Vista. Présentement certains laptops sont commercialisés avec le logo Windows Vista Ready. Mais ils sont pas si Vista Ready que ça. Non, tu regardes il y a tout le temps un petit astérix qui un peu contredit le tout là ou qui protège le manufacturier. Je sais que moi en tout cas, je serais dû théoriquement pour renouveler mon laptop, mais on va attendre. C'est l'avantage quand on est dans une situation où est-ce qu'on n'est pas un premier acheteur, c'est-à-dire qu'on a déjà quelque chose en place. On peut attendre et toffer notre vieille machine. C'est un problème. J'ai cru comprendre en lisant quelques articles des fabricants comme ça affecte beaucoup des fabricants comme Dell qui vendent énormément de laptops. Mais là, il y a plein de gens, plein de firmes qui ont stoppé leur achat de portables à cause de ce problème-là. Donc, soit que vous achetez un portable qui est moins dispendieux puis qui va vous durer moins longtemps, donc pour la prochaine année, ou vous attendez un petit peu. Là. Donc, Vista est sorti en Release Candidate 1 et en même temps, évidemment, le .NET Framework 3.0 qui est sorti en RC1 en même temps. Donc que lui, on peut installer sur XP. Oui, exactement, sur XP, sur Windows 2003. Donc, le .NET Framework 3.0, en fait, qui est des extensions au .NET Framework 2.0. C'est ce que, pour les auditeurs qui ne sont pas familiers, c'est ce qu'on appelait à l'époque WinFX. WinFX, qui comprend Windows Communication Foundation, Windows Workflow Foundation et Windows Presentation Foundation. Donc, tous les nouveaux API. Exactement. On a parlé dans une émission de Xena, tout le produit que Microsoft pour le développement des jeux, Xena Studio Express, qui vient de sortir en bêta 1. Donc, ça va être une version qui est téléchargeable gratuitement. Et ce produit-là va être
gratuit à sa sortie, donc d'ici à la fin de l'année. Là. Le produit va être disponible gratuitement, donc vous allez pouvoir tester le développement du jeu sur votre PC, puis même tester sur un Xbox 360. Puis Karel, au début de l'émission, quand on discutait avant de commencer l'enregistrement, tu nous faisais part que Dotlucent, qui est un produit open source pour essentiellement être capable de pouvoir mettre en place des moteurs de recherche. Des moteurs de recherche, qui a une nouvelle version qui vient de sortir. Oui, ils ont été en release candidate pendant un certain nombre de mois à la version 1.9 et quelques. Puis là, finalement, je pense depuis le dernier mois, ils ont sorti une version complète. Alors, on va enfin pouvoir rattraper le monde du côté Java. Mm-hmm. Parce que ça, c'est une version, finalement, un port du monde Java, encore une fois. Mm-hmm. C'est un excellent engin de recherche que je recommande beaucoup. Si quelqu'un a à faire un engin de recherche, là, partez pas de zéro, prenez ça comme... Ouais, ça vaut peut-être la peine de prendre une petite journée puis de pas prendre le full text dans SQL Server. Essayer de voir avec ça parce que... Je sais que Rob Howard, qui est un ancien de Microsoft, qui maintenant a sa propre compagnie. C'est ceux qui développent Community Server. C'est ça, Community Server. C'est l'engin de recherche qu'il recommande. Mm-hmm. Il y a un site web d'ailleurs que je pense qui a indexé quelques gigs d'informations puis qui sont capables de retourner les recherches en 2 secondes. C'est vraiment impressionnant comme engin de recherche. Son seul talon d'Achille, c'est qu'il faut qu'il utilise le système de fichiers pour stocker son information. Fait que si on veut le faire rouler avec un site web, il faut qu'on ait un certain répertoire avec la permission write puis read. Mais à part de ça, c'est très bien. OK. Guy, ça fait le tour des actualités, oui. Mais il y a une autre actualité qui nous tient à cœur, c'est les conférences qui s'en viennent au groupe utilisateur Visual Studio de Montréal. Ben oui, la prochaine, c'est très bientôt, donc c'est le 11 septembre. Lundi prochain. Exactement. Christian Boisclair de Microsoft Canada, donc qui est basé à Ottawa. Va venir nous parler de Atlas, donc la programmation ASP.NET Atlas, donc c'est le framework Ajax de Microsoft. Donc, va nous parler un petit peu comment ça fonctionne, vraiment hands-on là, avec des démos et tout ça. Là. Puis la prochaine réunion après ça, qui est une réunion du sous-groupe d'architecture, on a comme du groupe d'intérêt, ouais, exactement. Sur SQL Server, un groupe d'architecture. Donc, c'est le lundi 25 septembre. Carole Roy de Microsoft Canada, qui lui est basé à Québec, dans la ville de Québec, va nous parler, qui est un architecte, un des premiers architectes certifiés Microsoft au Canada, va nous parler de le sujet de sa présentation, c'est la route des services web avancés. Tout à fait. Puis c'est pas parce que c'est quelqu'un de Microsoft qui va nous faire une présentation à la marketing, là, c'est vraiment du contenu d'architecture, donc. C'est une réunion d'architecture, puis Carole est un architecte là, donc ça va être intéressant. C'est la bonne personne. Là. Donc le 11 septembre Atlas et le 25 septembre les services web avancés. Puis nous, écoute, sur ça termine notre émission. Merci encore, Carol. Plaisir. Est-ce que on le prononce à l'anglaise ou à la française, ton nom? Moi, je le prononce en français, Karel. OK. Donc, dorénavant, je veux dire, on te remercie beaucoup, Karel, pour ta participation à l'émission. On peut peut-être parler de notre prochain talk show? Ouais, le prochain, dans 2 semaines, c'est Nicolas Guillemot, qui travaille chez Neuron, qui va venir nous parler d'optimisation des engins de recherche. L'acronyme anglais, c'est SEO, Search Engine Optimization. Donc, toutes les astuces, les choses que les développeurs devraient savoir, puis on va élargir le sujet forcément pour qu'on apprenne aussi... Donc, il va nous dévoiler tous ces trucs? Je sais pas si c'est tous ces trucs, mais on va sûrement peut-être en comprendre plus sur comment, par exemple, Google index, ces choses-là. Donc, ça va être passionnant. Sur ça, on vous souhaite la bonne programmation. Donc, utilisez des outils pour automatiser, puis on vous revoit dans 2 semaines. Merci. Au revoir. Visual Studio Talk Show.